Bonsoir, bienvenue à ceux et celles qui sont là, j'espère. Et pour commencer, je voudrais remercier Formation des parents suisses d'organiser ces réconforts du soir, tout particulièrement Teresa Vogel et Daniela Melone qui est en background en train de faire la technique. Donc merci beaucoup de me permettre de faire cela. Peut-être me présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas. Je suis biologiste de formation initiale, maman de 2 filles adultes et grand-mère depuis quelques mois. Et puis, suite à des difficultés dans l'éducation, je me suis réorientée. J'ai fait des études de psychologie, une formation de formatrice d'adultes, etc., etc. Et je travaille depuis 2005 avec les parents, soit dans des ateliers, actuellement c'est des ateliers Filiosa, ou dans des consultations individuelles selon les besoins, selon les disponibilités des parents. Voilà, fonctionnement de ce réconfort. Vous avez la possibilité dans les commentaires de poser des questions en cours de route. Je vais essayer d'être attentive à vos questions et essayer d'y répondre le plus rapidement possible quand c'est le moment pour ça. Voilà. Donc, le titre, c'est les crises et les réactions violentes des enfants, surtout en temps de pandémie. Et comme j'aime beaucoup le faire, je commence souvent par une définition. Qu'est-ce que c'est au fond une crise? Et si je prends mon petit Robert préféré, il me dit que c'est une manifestation émotive, soudaine et violente. Donc, étonnant, on est déjà dans quelque chose qui, par définition, peut être violent et prendre des formes relativement vigoureuses. Quand j'ai des parents en face de moi, en général, je leur pose la question c'est qui crise le plus souvent dans vos familles? Qui est-ce qui s'énerve le plus? Qui est-ce qui crie le plus? Et généralement, il y a un petit rire dans la salle et les parents disent en fait, c'est nous les adultes. Et oui, c'est vrai. Parce que c'est difficile d'éduquer des enfants, et d'autant plus en cette période de semi-confinement, de restrictions, de télétravail, etc. Eh bien, on est tous un peu sur les nerfs, si on peut dire comme ça, et on s'énerve encore plus facilement peut-être que quand on est en vacances tranquillement au bord de la mer. Donc, j'ai fait le choix ce soir d'aborder cette question avec une optique qui est celle d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe au fond au niveau du cerveau et du corps quand il y a quelque chose qui déclenche une crise. Et je me base sur deux éléments. La première, c'est le modèle des 3 cerveaux. Comme tout modèle, c'est une simplification extrême de comment ça se passe là-haut dans notre cerveau, mais ça nous permet de comprendre un petit peu plus facilement comment ça fonctionne, aussi bien chez l'enfant que chez nous adultes. Et puis, il y a un joli modèle que j'utilise pour l'illustrer, qui est tiré du livre Le cerveau de votre enfant, j'essaie de le mettre droit, de Daniel Siegel et Tina Payne Burson. Il y aura ça sur le site, vous pourrez retrouver la référence. Et Daniel Siegel nous parle d'un modèle qui s'appelle le cerveau dans la main, que vous trouvez d'ailleurs sur YouTube. Si vous cherchez le cerveau dans la main, vous allez le trouver tout de suite. Et si j'imagine donc que cette partie-là de ma main, c'est le cerveau reptilien, c'est-à-dire la partie la plus ancienne de notre cerveau. Je vois direct une première question. Est-ce que enfant ou ado, idem? On a tous, tout être vivant a un cerveau qui est un modèle, enfin qui peut être vu comme en trois parties. Maintenant, bien sûr, la réactivité, la capacité de réguler est un peu différente pour un enfant, un ado ou un adulte, ou devrait l'être en tout cas. Donc, mais a priori, on est tous des êtres vivants où ça se passe comme ça. Donc, j'essaierai. Si ça vous suffit pas, vous pouvez reposer une question ultérieurement. Donc, j'imagine que ça, c'est le cerveau reptilien, que le pouce, ce serait le cerveau émotionnel, et les doigts, le cerveau cognitif rationnel, celui qui nous permet de penser. Puis donc, du coup, on a un joli petit modèle de cerveau, on imagine qu'on le crâne par là-dessus, etc. Et donc, si on regarde à quoi servent ces différentes parties du cerveau, notre cerveau reptilien, il est fondamentalement responsable de la survie, au sens large, c'est-à-dire que
il s'occupe de toutes les fonctions physiologiques, fonctions vitales, la respiration, le cœur qui bat, la lymphe qui circule, etc. Donc, tout notre fonctionnement du corps est contrôlé, régulé à partir de celui-ci. Il est aussi responsable des arcs réflexes, donc des réflexes, si on touche une plaque chaude et qu'on retire la main, eh bien, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et la troisième grande fonction qu'on pourrait voir là-dedans, c'est toutes les réactions de survie face à un danger. Donc, par exemple, quand un système, n'importe quel animal ou nous, face à un danger, nous avons trois options pour réagir. On peut soit, si le danger n'est pas trop grand, on peut attaquer, on peut se défendre, chasser l'autre, etc. Donc, par exemple, s'il y a un petit Yorkshire qui vous attaque en faisant ben, peut-être que vous le poussez du pied et puis voilà, c'est bon. Maintenant, quand c'est un tigre à dents de sabre ou une autre grosse bête, ben, on aurait peut-être plutôt tendance à prendre la fuite. Et puis, si je ne peux ni fuir ni attaquer, eh bien, il y a une troisième option qui s'appelle le figement ou le freeze. Je ne sais pas, peut-être vous connaissez cela. Fondamentalement, c'est trois options qui peuvent permettre la survie. Pourquoi on en parle? Ben, parce que nous sommes des mammifères et que ce fonctionnement-là, ben, il est encore inscrit en nous et il fonctionne à certains moments. On va y revenir. Le deuxième étage de notre cerveau, qui est le cerveau émotionnel, il a deux grandes fonctions, les émotions, comme son nom l'indique, et une mémoire, j'ai envie de dire, inconsciente, profonde, qui existe depuis bien, même avant la naissance, qui enregistre en fait les expériences positives, négatives de notre vie, et qui, au moment où notre système perçoit quelque chose, a la capacité extrêmement rapidement de vérifier est-ce que cette chose est bonne pour moi ou mauvaise. Si elle est mauvaise, ben, il y a ici l'amygdale, vous avez certainement peut-être entendu parler, qui est la centrale d'alarme du cerveau émotionnel, qui va en tout premier informer le cerveau reptilien pour lui dire écoute mon coco, là il y a un problème, il faut vraiment que tu te mettes en route. Et c'est là ce que vous connaissez peut-être sous la forme de y a de l'adrénaline qui se déverse, du cortisol, c'est vraiment quelque chose où ça se fait automatiquement que ce cerveau émotionnel déclenche une réaction d'alarme, une réaction de mise en route, en activation, pour que la personne puisse soit courir ou partir en courant, soit attaquer. Et notre troisième cerveau, donc le cerveau du haut, c'est celui de notre cerveau rationnel qui nous permet de réfléchir, de prévoir, d'organiser, de créer, enfin tout ce que nous arrivons à faire avec notre cerveau, et aussi réguler a priori les deux du bas. Donc ça c'est quand même, si on veut, le cerveau supérieur, celui qui est responsable des choses intelligentes, et puis les parties ici qui servent plutôt à la survie, aux relations sociales si on est au niveau du cerveau émotionnel, et voilà. Donc en quoi est-ce que ça nous intéresse, cette histoire de trois cerveaux? En fait, comment est-ce qu'on dit? En fonction de notre expérience, ou de nos envies. Par exemple, supposons qu'un enfant vous demande la troisième glace de la journée. Eh bien, il s'est fait une idée dans sa tête. Il s'est dit, oh ouais, une glace. Il se l'imagine. Ça, c'est le cerveau rationnel qui fait ça. Il se l'imagine et puis il vient vous voir puis il dit, maman, je peux avoir une glace? Et puis, ben voilà, comme c'est la troisième, probablement que vous allez lui dire non. Et en fait, notre pauvre cerveau, ici, le cerveau émotionnel, un non, c'est un refus, c'est une contrainte, c'est une contrariété. Et donc, il va avertir le cerveau reptilien pour lui dire dis donc, là, il y a un truc qui ne joue pas. Sachant que ça, c'est quelque chose qui se fait absolument automatiquement, hors contrôle conscient. C'est immédiat. Et donc, ce garçon, imagine ce petit enfant, il a peut-être 3-4 ans, son cerveau reptilien se met en route, il déclenche toute la réaction d'activation, donc il commence à être tendu, il commence à s'activer, à se mettre en route, comme si, en fait, il avait un tigre à dents de sabre en face de lui. Le cerveau ici,
il ne fait pas la différence entre un danger réel ou un danger imaginaire. Et donc, il reçoit une alarme, il se met en route. Quand un enfant a 4 ans, avant 4 ans, il n'a absolument, non, ça c'est exagéré, il a très peu de capacité à se contrôler. Donc, nous, ce qu'on aimerait idéalement, c'est qu'on lui dise, écoute chérie, tu peux pas avoir de troisième glace, ça suffit, tu en as déjà mangé 2. Et que l'enfant nous réponde, ah ouais, j'ai pas du tout pensé à ça, maman, merci de me le dire, c'est vrai, ça serait, je suis d'accord avec toi. Non, ça, c'est ce qu'on souhaiterait. Simplement, comme ce petit enfant n'a pas encore vraiment la capacité de faire ça, il est en fait submergé par ce qui se passe dans les 2 autres parties de son cerveau, c'est-à-dire ceux qui s'activent et qui disent, voilà, il y a un truc qui joue pas. Non, et donc, voilà, on a un enfant qui voit un danger, une espèce de danger pour lui, hein, et qui réagit instinctivement, si on veut, ou oui, instinctivement, à cela en se mettant en branle. À l'époque où nous vivions, ma génération, les générations précédentes, peut-être vous aussi encore en tant que jeunes parents, nos parents ne savaient pas toutes ces choses-là. Et on ne savait pas quoi faire avec des réactions émotionnelles fortes, donc généralement, on les coupait. Donc on disait, écoute, ça suffit, tu me fais pas une crise comme ça, à la limite, c'était 2 claques, et puis tu vas dans ta chambre, tu vas te calmer, et après tu reviendras quand tu seras tranquille. Aujourd'hui, et donc l'enfant ne s'autorisait pas à montrer des choses comme ça. Aujourd'hui, on sait que ben c'est pas bien de les taper. Euh, on aimerait être dans une démarche bienveillante qui tienne compte du développement de l'enfant, etc. Et on est tout d'un coup surpris avec notre cerveau émotionnel et nos expériences de parents à se retrouver face à un enfant qui se permet des choses que jamais de la vie je n'aurais fait ou que je me serais jamais permis avec mes parents ou qui m'étaient clairement interdits plus ou moins clairement. Et donc, quand mon enfant fait quelque chose que j'estime inacceptable ou qui aurait été inacceptable pour mes parents, ça crée la même chose chez moi que chez l'enfant. C'est-à-dire que ça crée une alarme où mon cerveau, waouh, si c'est comme ça, qu'est-ce que ça va devenir, hein? Ça me fait penser à un autre exemple de parents qui s'inquiètent par rapport aux mensonges, par exemple. C'est très souvent pas tant la chose pour laquelle l'enfant ment, mais le cinéma que ça déclenche dans notre tête à se dire, oh mon Dieu, s'il commence à mentir à 4, 5, 6 ans, mais qu'est-ce que ça va être à 20 ans? Et ces inquiétudes, cette imagination du cerveau du haut, hein, déclenche de la même façon des réactions émotionnelles, des réactions de stress au sens large, et donc des réactions d'attaque, éventuellement de fuite, figement dans certaines situations. Ça fait sens jusque-là? Et donc, j'ai perdu le fil, ça arrive. Donc on a un enfant avec un cerveau qui se décolle, qui se remet, qui se décolle, etc. Et il ne sait que très peu faire ça. Donc là où nous pouvons agir face aux crises des enfants, c'est au fond de faire avec lui, hein, de l'accompagner à se calmer. Et le problème que nous avons souvent en tant que de parents, c'est qu'on se dit, ah, il faut que je le raisonne, hein, cet enfant, il est là, il est en train de commencer à s'énerver pour un truc, mais franchement, qui est pas très important, c'est juste une glace, quoi. Euh, il y a des enfants, voilà, il y a la question comment se comporter face aux enfants hypersensibles face à une frustration. Eh bien, la même chose qu'avec les autres, a priori, hein, c'est-à-dire, si je tolère, pour moi, une approche bienveillante est pas une approche laxiste, dans la mesure où je ne lâche pas, hein, je lâche pas du tout mon objectif qui est tu n'auras pas de troisième glace, par exemple, ou tu peux pas maintenant aller à la place de jeu parce qu'on doit aller chez le médecin, peu importe. Donc, ce que j'ai tendance à faire à un enfant qui commence à s'énerver et à criser, c'est que j'essaye de le raisonner. Donc, je commence à argumenter. Je dis, mais je te l'avais expliqué, chérie, que tu peux pas manger 3 glaces ou qu'il faut aller chez le médecin, etc. Et puis, en fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand ces deux-là sont en activité,
c'est comme si ça court-circuite le cerveau du haut. Il n'y a plus le contact vraiment et la communication entre ces deux. D'autant plus qu'avant 4 ans, le cerveau préfrontal, qui est essentiellement responsable de cette capacité à gérer et à calmer les deux autres, en fait, les connexions ne sont même pas encore faites. Donc, avant 4 ans, on oublie. Ou en tout cas, en situation de crise, c'est sans espoir. Donc, on imagine avoir un enfant, et ça se passe très longtemps. Quand moi, je fais une crise en tant que parent, c'est que quelque part, c'est l'équivalent qui se passe. Quand je m'énerve, quand il m'arrive, je ne sais pas si ça vous arrive, de dire des noms d'oiseaux à votre mari ou à votre conjoint ou à votre enfant, eh bien, c'est parce qu'on n'est plus vraiment dans une situation où on utilise notre cerveau du haut, on est en train de parler à partir d'ici. Et donc, on dit des choses qu'on peut regretter ensuite. Donc, ce mécanisme-là, il est encore valable chez les adultes. Il est encore valable aussi chez les ados, évidemment. Donc, ça existe à tous les étages. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, comment se comporter face à ça? Eh bien, première chose, arrêtez de parler. Arrêtez d'argumenter parce que le cerveau, il n'est pas branché là. Donc, de toute façon, c'est pas faux ce que vous dites. Vous avez raison de vouloir expliquer à l'enfant, c'est juste pas le bon moment. Hein. Donc, l'explication, elle vient après, quand le système de l'enfant est de nouveau calmé. Et qu'est-ce qui calme un enfant? Alors, après, il faudrait peut-être aller dans le détail. Chaque enfant est différent. Vous connaissez vos enfants. Mais essentiellement, si vous imaginez, vous rentrez du travail, vous avez eu une dure journée et vous allez vers votre mari ou votre conjoint ou vers une amie, puis vous dites, mais j'ai une journée horrible, mon patron a fait ça, ma collègue a fait ceci. Et puis l'autre vous dit, mais attends, mais c'est pas grave, pourquoi tu t'énerves pour ça? Ça vous aide ou ça vous énerve encore plus? Généralement, les parents, ou de mon expérience, j'aurais tendance à dire, généralement, ça nous énerve plutôt. Hein. Donc, qu'est-ce qui nous aide à nous calmer? Je peux vous lancer quelques pistes. Hein. La première, c'est de ne pas en rajouter. Hein. Si je prends un exemple, une maman qui me dit oui, ma fille, elle doit aller promener le chien, et puis elle rentre à la maison de l'école, puis elle dit oh, j'ai pas envie d'aller promener le chien, c'est nul, etc. Eh bien, on en a parlé avec cette maman, et puis la réaction, c'était juste dire, enfin, la réaction typique du parent, c'est quand l'enfant rentre dans cet état-là, c'est de lui dire, mais attends, c'est pas possible, tu voulais un chien, donc maintenant tu sais très bien que tu dois aller le promener. Donc j'argumente, je commence à dire le pourquoi du comment, et puis que de toute façon, c'est tous les jours la même chose, chaque fois il faut se battre pour qu'elle s'occupe de ce chien, etc., etc. Donc en fait, je fais monter la mayonnaise, j'en rajoute, je mets de l'huile sur le feu. Donc, cette maman, elle a dit, bah, tiens, en fait, j'ai essayé autre chose. Ma fille qui rentre, qui est toute, donc elle avait, je sais pas, 12, 13 ans. Et puis, je lui ai juste dit, ah, ben, c'est vrai, c'est embêtant d'aller promener le chien. La fille s'est calmée. 3 minutes après, elle est partie promener le chien. Je ne dis pas que c'est toujours aussi idéal, c'est juste un exemple. Mais pour dire que, déjà, très souvent, quand un enfant part en crise importante, vérifier en quoi est-ce que moi j'ai rajouté du stress ou en quoi est-ce que mon intervention n'était peut-être pas adéquate à ce moment-là. Je suis d'accord avec vous, quand c'est la 5e crise de la journée parce qu'on est tous enfermés ensemble, c'est difficile. Hein. On y reviendra des pistes qu'on peut utiliser. Donc, première chose, ne pas en rajouter. Idéalement, c'est juste au plus simple, c'est peut-être de se taire, de juste être là et d'accueillir. Hein. Et c'est là où, au fond, est pour moi la tolérance dans une approche bienveillante, c'est que quand l'enfant fait une crise, je sais aujourd'hui que c'est un enfant qui a perdu pied, qui a perdu le contrôle et qui est juste en train de... Hein, et qu'il a besoin d'aide d'un adulte qui peut faire ça. Et qu'est-ce qui peut calmer? C'est déjà ne pas en rajouter, valider peut-être l'émotion ou je comprends que toi tu as envie d'une 3e glace, c'est légitime, on peut avoir envie de 50 glaces. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant que je dois te la donner. Enfin, ça, je le dis pour moi. Donc, ce serait, par rapport à la glace, de dire, oui, je comprends que toi, tu en aurais vraiment envie. Mais là, maintenant, j'estime que ça suffit. Non, je te déteste, t'es la pire des mamans. Tout ça fait juste partie d'une réaction émotionnelle et si possible à ne pas prendre au premier degré parce que votre petit bout de chou, il vous adore le reste du temps.
hein. Et donc, c'est ça que je tolère pour moi, dans une approche bienveillante. Je tolère la manifestation, le symptôme, qui n'est pas ce que je voudrais dans la vie de tous les jours, mais que j'accepte parce que l'enfant est en hors contrôle, est déboussolé, est débordé. Et donc, il faut peut-être, normalement, une réaction émotionnelle, ça dure quelques minutes. Si elle dure plus longtemps, il y a d'autres choses à voir. Donc, ne pas en rajouter, si possible, rester à proximité avec un semblant de bienveillance, peut-être valider la difficulté de l'enfant, hein, comme je l'ai dit, et puis quand il est de nouveau calmé ou avant qu'il se calme, peut-être je peux le prendre dans les bras. Certains enfants ne supportent pas, c'est à voir en fonction de ça. Et puis, quand c'est terminé, eh bien, si vraiment je pense que je dois encore faire un travail d'éducation ou que j'aimerais expliquer ce qui s'est passé, eh bien, à ce moment-là, je dis à l'enfant, écoute, ça, franchement, voilà, on discute de tout ça. OK. Ça, c'est quand on est parti en crise. Et il reste pas tant de minutes que ça, je vois. Donc, je vous propose quelques pistes d'action par ailleurs. Si nous imaginons que nous sommes tous dans cette période de pandémie, de semi-confinement, etc., on est déjà tous pas en état zen, hein, dans nos journées. Donc, on a déjà une certaine activation avec tout ce qui se passe, et pour les grands, et pour les petits, et pour les ados. Hein. Et donc, comme je l'ai expliqué au début, ce déclenchement ici du cerveau émotionnel et les informations qui passent au cerveau reptilien, ça se passe dans le corps. Et comme c'est dans le corps, bonne nouvelle, on peut faire quelque chose. Donc tout ce qui utilise au fond cette activation, cette tension qui s'accumule à cause du cortisol, de l'adrénaline, etc., eh bien, on peut l'évacuer aussi avec le corps. Ce qui veut dire que dans ces journées où on est, même si on est enfermé et qu'on n'a pas un voisin super sensible juste en dessous, tout ce qui est d'une façon régulière de se mettre en mouvement, de danser, de chanter à tue-tête, peut-être on peut aller dans la forêt et on crie un peu dans la forêt, de se faire une bataille de coussins, d'utiliser des ballons de baudruche, ceux qu'on gonfle, hein, pour taper dessus, on casse rien du tout avec ça, de se faire la bagarre, je dis le mot anglais, de se squeezer, de se toucher, de se serrer, parce que c'est ce qui nous permet d'évacuer. Hein, regardez ce que font des petits chiens, des petits chats, des petites loutres, enfin tous les mammifères, les petits, qu'est-ce qu'ils font à longueur de journée? Ils se courent après, ils se mordillent, ils s'embêtent, ils font des choses qui leur permettent, alors déjà d'apprendre les relations sociales de leur espèce, mais aussi d'évacuer tout ce qui est là, de ces apprentissages à faire, etc. Donc, utilisons le corps, utilisons-le avant que ça déclenche une crise, qui en est de temps en temps, c'est absolument inévitable et normal. Le but, ce n'est pas de plus avoir de crise, c'est juste de ne pas, si possible, qu'il y en ait moins et qu'elle ne dégénère pas systématiquement en drame qui dure 3/4 d'heure. Et c'est possible, vraiment c'est possible. Et étonnamment, de mon expérience et de ce que j'entends des parents que je suis depuis de nombreuses années, en fond, il y a moins à faire que ce qu'on croit. Alors que notre pauvre petit cerveau émotionnel qui se fait chaque fois toute une histoire en se disant mon Dieu, mais ça va encore être une crise, ou mon Dieu, c'est la 3e fois qu'il me demande un truc, qu'est-ce que je fais, hein, où je suis déjà en train de excusez le terme, me monter le chou, eh bien, ça n'aide évidemment pas. Hein. Donc, je contribue à ce que ça. C'est pas une histoire de faute, soyons bien clairs, mais celui qui peut agir, c'est celui qui est a priori le plus intelligent. Et donc, si on y arrive, et bien sûr, c'est pas en une petite vidéo de 30 minutes que peut-être ça vous donne des pistes. C'est sûr que c'est un processus. Sachez aussi que vous avez quand même, si vous avez des enfants petits, de nombreuses années devant vous pour mettre en place ces choses. C'est jamais trop tard. Tout se passe avant 6 ans, vous le mettez à la poubelle si vous le regardez encore. On peut réparer, on peut changer des choses et parfois ça se passe relativement rapidement si on agit
au bon moment. Parce que ce que vous faites est probablement juste. C'est juste le timing qui fait que ça devient difficile. C'est mon hypothèse. Donc voilà, on est bientôt au bout de cette demi-heure. Est-ce que vous avez encore des questions? Écrivez-les, n'hésitez surtout pas. Et si vous souhaitez approfondir, ben, vous voyez mon adresse de site, l'adresse de mon site. Il y a toujours possibilité de suivre un atelier, de faire un café des parents, d'avoir une consultation individuelle. Parce que, évidemment, dans le détail, c'est pas si simple que ça, mais c'est les grandes lignes. Utilisons le corps, mais utilisons-le pour détendre, pour défouler, etc. Et j'ai pas du tout parlé là, bien sûr, on peut diminuer du stress aussi par l'autre volet qui est le volet méditation, détente, respiration, etc. Oui, bien sûr, c'est très bien. C'est aussi une façon de calmer les choses. Simplement, je dirais que pour un enfant petit, s'il ne l'a pas, s'il ne l'a pas appris dans des moments de calme, ça va être compliqué. Alors, je lis la question qui est là. Ça semble un peu simple, comme ça marche vraiment. Évidemment, en une demi-heure, je vous fais en anglais, on dit un crash course. Hein, donc, je vous ai donné les grandes lignes. Bien sûr, c'est à affiner dans le détail. Mais comment ça fonctionne ici, je pense que c'est relativement adéquat, ou en tout cas, ça donne une explication de comment notre système fonctionne. Et j'avais un prof de psycho qui disait toujours, en fait, le travail de nous adultes, c'est 80%, c'est calmer les enfants. Et calmer les enfants, ça veut dire les accompagner encore et encore, à apprendre à réguler leur cerveau. Et quand je m'énerve, quand je crie sur l'enfant, en fait, je suis moi comme ça, j'ai un peu de peine à tourner le pouce là, on est les deux avec le cerveau débranché et on part en crise ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est facile de trouver un chemin, mais ce n'est pas dans la crise qu'on peut le régler. C'est pour ça que je dis, quand on est dans une situation de confinement, euh, on a tout intérêt à vidanger en fait toute la famille de façon régulière avant qu'il y ait des crises. Et tout d'un coup, on se dit, oh, attends, c'est bizarre, il y en a moins. Et voilà. Donc, quelqu'un demande, vous proposez des cours dans quelle région? Donc, moi, je suis active à Neuchâtel, enfin, dans la région de Neuchâtel. Mais pour des groupes de parents, je me déplace aussi. Donc, en général, c'est l'atelier Filiosa, c'est sur une journée. En général, un samedi, de 9h30 à 5h30. Il y a aussi des cours à Berne, régulièrement. Vous trouvez ça sur mon site. Et il y a des soirées de suivi parce que, évidemment, c'est pas si simple, on est d'accord. Pourquoi? Parce que nous avons notre histoire, notre passé, notre éducation, nos valeurs, qui font que, en même temps, on voudrait être des bons parents dans l'acception du terme actuel, et en même temps, quand je suis stressée, quand mon gamin fait pas ce que je voudrais, en fait, ça me touche tellement le cœur. Hein, parce que je me donne tellement de peine. Vous vous donnez tous tellement de peine à faire votre travail de parents, que quand ça marche pas et que toute la journée, on a fait des activités, on a fait des jeux, et non de bleu, il me fait une crise le soir à 5h parce que j'ai pas fait des pâtes, mais que j'ai fait du riz. Hein. Donc, c'est sûr que, surtout en période de pandémie, c'est plus sensible. Donc, d'autant plus, utilisons les outils du corps, le défoulement, tout ce qui est de cet ordre-là, la rigolade, de se prendre un peu moins au sérieux, etc. Mais voilà, il reste, j'imagine, 30 secondes, donc ça va être, j'espère que cette réponse vous suffit. J'ai eu beaucoup de plaisir, même si c'est un peu bizarre de parler en ne sachant pas qui est là, un peu dans le vide, mais voilà. Au plaisir de peut-être vous rencontrer l'une ou l'autre. J'ai vu là que je suppose des noms de dames. Peut-être il y a des messieurs aussi, avec plaisir. Donc peut-être à se revoir une autre fois. Tout bon à vous avec vos enfants dans les semaines qui viennent. Au moins, on peut un peu sortir maintenant qu'il fait beau et ça aide évidemment aussi. Merci beaucoup.